Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour. Bienvenue à nouveau sur le plateau de l'émission. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. On va passer 20-25 minutes avec notre invité. Avant de le découvrir, il y a toujours un petit mot d'actualité pour démarrer. J'espère d'abord que vous aurez pu respirer tous bien. On le voit depuis quelques temps, les pics polliniques sont assez forts, notamment les graminées en ce moment. On a des tendances aussi peut-être à moins les couper au bord des routes ou dans les villes. On se veut vertueux pour utiliser moins de pesticides, mais on va quand même aussi avoir la végétation qui le vit et à nous de nous adapter quand même par rapport à ça, de faire attention, d'adapter nos activités extérieures. Puis pour les plus sensibles, évidemment, se protéger et faire attention. Attention aussi, les températures sont en train de monter, l'ozone revient aussi, et puis cette petite pollution que l'on voit et qui apparaît un peu gênante. Suivez les conseils, allez sur le site www.recosanté.fr et vous aurez toutes les informations. Ça explique les seuils des polluants de l'OMS, ça explique les polluants qui sont les pollens, ça explique un petit peu les attitudes à tenir avec les augmentations en UV, eau de baignade, et également météo, mais aussi ça va vous donner l'indication radon sur vos communes pour savoir s'il y a traitement ou pas à faire. Une belle préservation de nos environnements finalement extérieurs pour qu'on soit bien aussi à l'intérieur. Alors autre petit point d'actualité, un petit clin d'œil à nos amis de l'AICVF sur les Hauts-de-France. Le 30 juin, il va y avoir une matinée de 9h à 14h pour parler justement de la qualité de l'air intérieur chez les compagnons du devoir. Va être détaillé les différents systèmes, les différentes formations, les manières de le traiter, des éléments aussi au niveau des labels pour savoir comment bien être guidé dans toutes les phases de conception ou d'usage des bâtiments. Alors justement, un petit point intéressant pour cette émission, on va parler de ce qu'il en est justement de la réglementation et de tous ces points qui vont nous aider à traiter nos lieux de vie et notamment peut-être un point plus important sur l'émission, sur les crèches et les écoles. Ouvrez bien vos oreilles, ça va être important et c'est pour l'avenir de nos enfants et le nôtre aussi quelque part. Je reçois aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau, c'est la 3e fois, Stanislas Lacroix. Bonjour Stanislas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, comme à chaque fois. Toujours avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est là, comme on dit, l'émission s'inscrit dans la durée. Alors, Stanislas Lacroix, c'est pas moi qui vais le dire aujourd'hui. Vous êtes qui? Alors, je suis à la fois le président d'Uniclimat, c'est le syndicat qui réunit les industries du chaud, du froid et de la qualité d'air intérieur. C'est à peu près 85-86 industriels, concepteurs, fabricants en Europe de matériel. On représente à peu près 28 000 emplois en France, une empreinte industrielle importante, et on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et ma deuxième casquette, c'est président d'Aldes, donc une des sociétés qui permet de fournir des solutions de qualité d'air intérieur en maison individuelle, collectif ou dans les tertiaires. Tout bâtiment en somme. Exactement. Depuis longtemps, je crois. On est né en 1925, mais on a réellement démarré dans les systèmes de ventilation en 69 avec la première réglementation ventilation. 1925, vous ne les faites pas. Alors je reste jeune. C'est ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Alors justement, sur ces différents points que l'on va aborder, le premier, aujourd'hui, quelques chiffres, puisque Uniclimat publie ces chiffres régulièrement, au moins une fois par an, minimum. Et du coup, sur la ventilation ou la qualité de l'air, et vos métiers aussi, parce qu'on va parler quand même du chauffage, c'est quand même associé. Si on chauffe trop, on va avoir une qualité de l'air dégradée, on va avoir des problématiques aussi, température, humidité, qui vont générer d'autres choses. Donc il faut toujours bien utiliser nos systèmes à l'intérieur de nos logements. Donc du coup, quelques chiffres à nous présenter, Stanislas, sur la ventilation, les PAC, Uniclimat. Alors, comme vous le citiez, Nicolas, on a une présentation annuelle de nos chiffres sur le périmètre de l'année précédente. Donc, on l'a fait en février pour l'année 2022. Là, je vais peut-être plutôt vous donner une actualité à la fin du premier trimestre pour voir malheureusement une tendance qui se dégrade. Alors, quand on parle de ventilation, les chiffres sont un peu meilleurs. En termes de statistiques, on va démarrer par ça, puisqu'on voit globalement qu'en VMC, ce qu'on appelle logement, en maison individuelle, on est sur une tendance à peu près de 5% de croissance sur le premier trimestre en comparable de l'année précédente. Donc plutôt dans une dynamique intéressante. Qu'est-ce qu'on voit globalement ? Malheureusement, on est plutôt touché par une baisse dans le neuf. On voit que dans la construction neuve, oui, puisqu'on voit que la maison individuelle dans les commencés est à moins 17,
à fin avril sur les trois derniers mois. La même chose, on voit que le collectif est à moins 14 dans les commencés, on est à moins 19 dans le tertiaire. Donc je parlais de la VMC en maison individuelle à plus 5. Les caissons qui finissent en collectif ou en tertiaire sont plutôt aussi en progression. On est à 9% à fin mars. Donc c'est également positif, hein, quasiment 10%. Et les centrales de traitement d'air, donc qui sont des produits qui vont dans le tertiaire majoritairement. Hein. Juste pour le petit point, on a tendance à les appeler les CTA. Exactement. Une fois on fait l'inverse, on explique l'acronyme. Voilà. Et là, on est à 12% de croissance. Donc on voit que les tertiaires se tiennent un peu mieux, ce qui a été le cas, puisque la baisse des commencés est plus récente en fait, dans les tertiaires, contrairement à l'habitat, où ça a été déjà malheureusement confirmé depuis quelques mois, cette tendance baissière et fortement baissière. Et justement, sur les temps à venir, parce qu'on entend quand même parler de chiffres qui approchent les moins 40 sur les ventes, notamment des maisons cumulées avec le collectif. J'ai des chiffres qui sont sur la région Aquitaine où il y a du moins 80 sur les ventes de logements, ce qui est assez énorme, qui sont associés, on est ici sur Radio Imo, on parle beaucoup d'immobilier, qui sont associés notamment au refus des prêts, ou au moins de ne pas arriver à les obtenir. Donc ça veut dire que cette tendance risque à s'accélérer ? C'est ce qu'on voit, puisque là, je vous parlais des commencés sur la vision des 3 derniers mois. Quand on regarde les autorisés sur les 3 derniers mois, donc à fin avril, on est sur moins 44% en maison individuelle pure. On est à moins 26% en collectif et on est à moins 10% en tertiaire. Donc on voit que c'est une tendance extrêmement négative qui est en train de s'inscrire avec une décélération ou un ralentissement très violent du marché. Et en effet, comme vous le citez, malheureusement, les taux d'inflation, le taux d'usure, enfin, toute cette mécanique qui permet de soutenir l'investissement, que ça soit en neuf ou en rénovation. Il ne faut pas oublier que beaucoup sont obligés d'emprunter pour rénover, faire ces travaux de rénovation. C'est 75% quand même de ce qui se fait au niveau du bâtiment, donc ce n'est pas anodin. Exactement. Donc on voyait que les chiffres, globalement, il y a quelques instants, ventilation reste positif. Par contre, malheureusement, quand on regarde nos chiffres en chauffage, en pompe à chaleur, on est sur des chiffres qui commencent à être négatifs, donc on n'est pas sur une bonne tendance. Alors les chaudières de petite puissance inférieure à 70 kW, on parle plutôt de l'habitat globalement, on est sur une tendance à fin mars qui est à moins 30%. Donc on voit clairement, alors on sait que le gouvernement veut supprimer le gaz, donc on comprend aussi peut-être cette tendance-là. Malgré ça, les chaudières performantes à condensation sont à moins 31, donc on voit que c'est important. Et on voit aussi malheureusement que les pompes à chaleur air-eau, donc qui est la technique qui vient en remplacement normalement principalement d'une chaudière. C'est-à-dire qu'on a on va simplifier pour nos auditeurs, on a un réseau d'eau qui vient chauffer des radiateurs ou des planchers émetteurs ou des plafonds quelquefois même. Hein. Et en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que si on enlève la chaudière gaz qui fait une boucle de circulation d'eau, on va avoir derrière une pompe à chaleur qui va faire cet office. Voilà, exactement. Et là, par contre, le marché n'a pas cru en volume, donc on est à 0 de croissance de volume sur le premier trimestre, donc ce qui est assez étonnant puisque c'est la première fois depuis très longtemps que la pompe à chaleur aéro n'a pas de croissance. Ça veut dire qu'il y a d'autres systèmes de chauffage qui se positionnent. Première idée, le poêle à peler par exemple. Alors on a assez vu beaucoup parce que le bois fait moins 52%. C'est quand même assez étonnant tout ça. Voilà. Ouais. Donc, alors on n'a pas toutes les statistiques puisque certains types d'appareils de chauffage bois ne sont pas forcément représentés dans les statistiques syndicales, mais les chaudières qu'on représente bois sont à moins 52%. Donc on voit très clairement en fait une vraie décélération sur à peu près tous les matériels. La seule ligne de produits qui est en croissance, ce sont les pompes à chaleur RR. Faut savoir que les pompes à chaleur RR soutiennent un peu la rénovation, particulièrement, vous parliez des systèmes dans la rénovation de ce qui est chauffé à l'électrique, ce qu'on appelle Joule, et apporte du confort plutôt thermique d'été. Et là, on est en croissance sur les 3 premiers mois de 27%. Donc c'est assez compliqué quand on voit globalement donc un marché qui est plutôt en train, du côté des fournisseurs d'équipements, en train de baisser, de ralentir. Donc on a ces packs RR avec du plus 27%. Est-ce qu'on arrive à associer ou à mesurer peut-être c'est vraiment la part peut-être d'aller chercher du frais qui est intéressante là Alors c'est un peu difficile parce que dans ces solutions qu'on appelle pack RR, c'est un fourre-tout de ce qu'on appelle la climatisation, généralement pas très bien vu par l'État, parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'apporte cette technologie-là. Mais il ne faut pas oublier que en fait, le système RR est un système qui permet justement d'apporter une solution dans les situations où il n'y a pas de boucle d'eau, comme vous le citiez. Il ne faut pas oublier que la boucle d'eau en France, c'est un système qui équipe 60% des logements. 60% des logements français sont en boucle d'eau. Il y a quand même 40% qui n'ont pas de boucle d'eau, qu'il faut du coup
mettre, quand on remplace une chaudière, on met un système électrique. On ne met pas forcément tout le réseau, on va changer avec autre chose. Voilà, quand on a un système chauffage électrique, eh ben, on va plutôt changer le système électrique par de la boucle d'air, RR, pack RR, et donc ça aide un peu. Et puis c'est vrai qu'avec les températures que malheureusement on vit de plus en plus, je pense qu'une partie de la pompe à chaleur RR vient aider le confort d'été, donc abaisser les températures qui deviennent compliquées à l'intérieur de nos habitations. Oui, parce que la complication, et on le vit ces jours-ci, on va vivre du 30 degrés pendant 5 jours, en ce moment même. Alors en ce moment, au moment où on enregistre, on est quelques jours avant le 28 juin de cette date de diffusion de l'émission. Mais on a des tendances quand même. Moi j'ai eu quelques chiffres sur des tendances où on sait qu'on va avoir une nécessité, enfin un besoin de chauffage qui va baisser à peu près de 22% dans les années à venir sur le chauffage en hiver. Nos températures naturellement montent. Elles ont aussi une autre incidence, on parle de qualité de l'air ici sur l'émission. Si les températures augmentent, on va aussi avoir des pollinisations plus longues. Dans quelques années, on va arriver doucement vers du 2 mois à 2 mois et demi de pollen en plus dans l'année. Quasiment 11 mois de l'année sera couvert des pollens. Imaginez un petit peu les réactions de tout le monde là-dessus. Je reviens sur le chauffage, je dis moins 22% de besoin de chauffage finalement. Une intersaison qui va se tenir, mais par contre l'été, on a des plus 35 en besoin de rafraîchir. Alors ça va être des systèmes qui peuvent être passifs, on a des puits climatiques ou des puits canadiens, on entend ça des choses simples, mais on a aussi des systèmes, Stanislas vous le disiez, sur les pompes à chaleur qui vont faire du rafraîchissement, du froid entre guillemets. Et là on va comprendre aussi pourquoi on va se rapprocher de croissance sur ces marchés-là. Tout à fait. Alors c'est l'enjeu en fait pour les industriels, c'est d'apporter ce qu'on appelle du froid réglementaire, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui aussi bien dans le neuf et de plus en plus dans la rénovation, on a une obligation de maximum de consommation et de bilan carbone pour le bâtiment. C'est des sujets que vous abordez régulièrement ici. Et on cherche en fait sur le plan de la proposition des solutions au marché, des solutions qui permettent ce qu'on appelle de faire ce froid réglementaire, donc qui consomment peu, mais qui permettent en fait d'apporter un confort intérieur de vie en maison individuelle, dans le collectif et dans tous les tertiaires. Donc c'est l'enjeu. Comment arriver avec ces faibles consommations à être le plus vertueux possible en fait sur l'ensemble de la composante bâtiment. Parce que pour rappeler les enjeux, puisqu'on est en plein dedans, le vrai enjeu, on se dit ouais, on va baisser nos consommations de chauffage. On entend depuis maintenant 1 an et demi, il faut absolument baisser drastiquement nos consommations générales, globales. Et on se dit ouais, mais si pour faire du froid, il va nous falloir de l'énergie. Donc il va falloir se creuser sévèrement la tête pour arriver aussi à se dire on consommait ici en chauffage. On va un petit peu plus bas maintenant et est-ce qu'on va pas manger notre delta avec aussi le froid? Donc c'est là vraiment l'enjeu des industriels pour créer les matériels qui vont bien. C'est tout à fait, c'est toute cette balance. C'est qu'aujourd'hui les 2 grands enjeux du bâtiment, c'est la consommation énergétique directe et c'est l'empreinte carbone. Donc en fait, il faut que toutes les solutions et tous les équipements du bâtiment, et particulièrement ceux je suis un petit peu plus sachant, qui sont le chaud, le froid et la ventilation, mais on arrive à équilibrer ce bilan-là tout en apportant un confort de vie sur les paramètres globaux. Vous le citiez, bien sûr, il y a la qualité d'air intérieur dans ce qui concerne nos équipements, mais il y a aussi le confort intérieur global, que ce soit la maîtrise des paramètres associés, hygrométrie particulièrement, mais aussi de la température. Et on ne peut pas laisser un bâtiment en surchauffe, parce qu'il devient, entre guillemets, je vais dire un mot peut-être un peu violent, mais impropre à sa destination. Sur le plan de l'utilisation pour un particulier ou et pour très difficile à supporter à l'intérieur. Exactement. Donc cet enjeu en fait de la pompe à chaleur est critique puisqu'il permet de répondre à cette transition énergétique, il permet de décarboner en partie le bâtiment et donc la France se préoccupe de cette transition énergétique, de structurer une filière pompe à chaleur pour être capable globalement de rester leader dans un domaine où faut le redire, la France était leader de la chaudière gaz. Ok, la chaudière gaz est aujourd'hui pas très bien vue compte tenu de son poids carbone, sa consommation énergétique fossile. Un petit peu internationale aussi. Voilà, l'actualité internationale. Les Allemands réagir un peu ces derniers temps à cette vitesse de la transition énergétique. Et ce que l'on essaye en fait de mettre en avant au niveau du Uniclimat, c'est dire les industriels sont tout à fait pour cette transition énergétique. On est dans cette dynamique. Je crois que tout le monde a compris l'importance et l'enjeu de la réduction du poids carbone, la réduction de la consommation énergétique, la suppression de l'énergie fossile. Mais il faut le faire en étant capable d'apporter des solutions qui nous permettent d'équiper nos bâtiments, de s'assurer qu'on vit correctement dans les bâtiments. Et aujourd'hui, le rythme qui est imposé par l'Europe, en déclinaison en France, devient compliqué sur l'ensemble de la chaîne industrielle, puisque globalement, nous n'avons pas toujours les solutions. Et en plus, on a un deuxième phénomène, c'est qu'on nous dit gentiment plus de packs demain.
Globalement, on nous dit c'est 1 million de packs nécessaires demain à l'horizon 2030. On en fait à peu près 250 000 pour les applications qui nous concernent. 238 000 l'année dernière, c'est ça? Voilà, exactement. C'est pour ça que Chapley fait autour de 250. Donc il va falloir faire x4 en termes de capacité de fabrication, et si possible en France. Et ça veut dire que ça fait du x4 aux installateurs. Et est-ce qu'on a aussi la main-d'œuvre pour l'installation? C'est toute la chaîne. L'enjeu. Hein. Voilà, toute la chaîne est concernée. Et puis en face de ça, on nous dit mais c'est très bien, mais les pompes à chaleur, c'est pas très vertueux parce que vous savez que vous avez des fluides qui sont pas très vertueux pour la planète. Donc on nous met une pression complémentaire en supprimant les fluides actuels et en allant vers des fluides neutres. On peut dire que c'est très bien, et je crois qu'on est tous contents que ce rythme se mette en place. La seule difficulté, c'est que les produits pour répondre aux applications actuelles n'existent pas forcément toujours et toujours correctement aujourd'hui sur le marché. Et les rythmes qui nous sont imposés sont incompatibles avec le rythme de redéveloppement des produits. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Exactement. Donc aujourd'hui, quand on discute avec les pouvoirs publics, on leur dit, vous savez que créer une gamme de pompes à chaleur, c'est à peu près 5 ans, une gamme complète. Je dis 5 ans de la conception produit, puisqu'en fait on part du gaz, du compresseur, et puis on définit, on construit une solution, et après il faut l'industrialiser. Donc il va falloir monter les capacités industrielles. Donc de 5 ans pour développer, c'est presque 10 ans pour construire une filière industrielle complète, y compris les moyens industriels associés. Donc on leur dit c'est très bien de vouloir réduire trop vite, mais faites attention à ce rythme-là. Donc on peut arriver à accélérer un peu si les pouvoirs publics soutiennent globalement l'industrie avec des moyens financiers importants. Et le président Macron, le 11 mai dernier, dans son plan stratégique de réindustrialisation, a mis en avant l'importance, entre autres, de la pompe à chaleur dans la réindustrialisation française. C'est bien d'en parler parce qu'on a entendu beaucoup parler des usines pour les batteries. Oui. On sait très bien que aussi les batteries, il y a quelques voix qui s'élèvent contre celles-ci vis-à-vis des extractions notamment, hein, et des produits que l'on ressort et de la charge toxique qui peut en être associée, et puis des personnes qui sont dans des conditions particulières pour les extraire. Mais on a aussi cette filière de cette pompe à chaleur, et puis peut-être une filière associée qui va être celle de la ventilation, puisqu'on voit des couplages aussi énergétiques arriver. De plus en plus. J'ai tendance à dire la filière de ventilation est une filière française sur le plan industriel. Il y a une transformation pour associer en effet pompe à chaleur et ventilation. Ça va être l'enjeu de demain, être plus intelligent dans des systèmes combinés ou intégrés. L'enjeu de la pompe à chaleur, c'est le problème, c'est qu'il faut faire x4 sur une industrie extrêmement capitalistique. Donc on transforme complètement les compétences, et vous le citiez, y compris jusqu'à la maintenance. Donc on voit sur ces... Voilà, si on veut que les systèmes soient pérennes et consomment peu. C'est 30 000 installateurs maintenanciers en plus dont on aura besoin en 2030. Alors, on va bien sûr transformer les installateurs chauffagistes traditionnels fossiles vers la PAC, mais il en faut en plus parce que globalement, installer ou maintenir un système pompe à chaleur par rapport à une installation gaz, c'est à peu près 3 fois plus de temps. Donc mécaniquement, il nous faudra plus de monde. Alors, professionnaliser, c'est vraiment... Alors si on fait x4 plus 3 fois plus de temps, on est à x12 quand même. Alors c'est mine de rien. Oui, exactement. Donc nos enjeux sont majeurs autour de ça. C'est une vraie reconstruction globale de filière. Est-ce qu'on peut dire du coup sur l'émission, vous qui avez envie, toute notre avenir, notre jeunesse, si vous avez envie d'aller vers les métiers du génie climatique, puisqu'on est en plein dedans, hein, la ventilation associée bien entendu, si vous avez envie d'y aller, renseignez-vous autour de vous, hein, il y a des gens qui sont là avec leur filière de formation, il y a les AFPA, il y a les compagnons du devoir, il y a plein d'entités sur ce sujet, on ne va pas les détailler ici, mais allez, petit appel, renseignez-vous, c'est vraiment en plus des métiers passionnants. On ne s'en rend pas bien compte. Moi, j'en parle souvent au niveau de la ventilation. Quelqu'un qui pose un bon système de ventilation, qui a fait le bon réseau, qui va être pérenne, qui va consommer peu, qui va être facile à entretenir, quelque part, on s'occupe de la santé des occupants et des bâtiments. Et on ne le voit pas. Et on a un vrai axe sanitaire et de bienveillance auprès des usagers quand on a ce travail-là qui est bien effectué. Ça va au-delà de s'arrêter à dire la machine est posée, elle fonctionne et puis c'est terminé. Non, ça va bien plus loin que ça. Si vous voulez motiver nos plus jeunes et peut-être les plus matures aussi, les plus seniors, c'est 200 ingénieurs recherche dont on a besoin d'ici l'horizon 2030, 600 ingénieurs techniciens en développement, c'est 700 personnes en emploi dans nos industries pour les unités intérieures, c'est à peu près 7000 également sur les unités extérieures, c'est 1500 sur la filière des composants, et c'est à peu près, comme je disais, 30 000 installateurs maintenanciers. Donc vous voyez la densité globalement... On approche d'un chiffre global quand même pas loin de 50 000 au global, hein, donc c'est quand même assez énorme. Donc c'est une filière d'avenir demain pour les plus jeunes et ceux qui voudraient se reconvertir. Donc on vient de parler de la réindustrialisation de la PAC. Alors automatiquement, on comprend qu'il y a une indépendance de la France justement à revenir sur ce sujet, parce qu'on va remettre ici en France de la production.
Il n'y a pas que ça par rapport à cette indépendance, mais il y a surtout tout ce que ça va nous permettre de faire. Et on a aussi une réglementation qui est en train d'évoluer, ça va être le dernier point de notre rencontre. Il y a pour la qualité de l'air intérieur des textes qui ont été portés, ce sont les décrets 1689 et 1690. Les chiffres, ça ne va rien vous dire du tout. Ils sont du 27 décembre l'année dernière et ils viennent parler de la qualité de l'air et de la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public. Stanislas, je vais vous donner la main pour quelques détails. Que retrouve-t-on justement de sympathique et de bien dans ces textes finalement ? Alors ce sont des décrets qui viennent renforcer l'obligation dans les établissements qui accueillent du public, ce qu'on appelle les ERP, et plus spécifiquement en éducation, puisqu'il y a 2 étapes. Il y a celle du 1er janvier 23, donc cette année, et il y aura une étape en 25. La première étape, c'est les établissements qui accueillent des enfants de moins de 6 ans, qui accueillent aussi des loisirs extrascolaires ou périscolaires pour les mineurs, ou tous les établissements d'enseignement professionnel du 1er et 2e degré. Donc on voit que c'est assez large quand même. 2 éléments en fait majeurs autour de ça, c'est autour de la surveillance de la qualité d'air dans ces bâtiments d'éducation. Au sens large de la notion d'éducation. Le premier point, c'est améliorer la surveillance obligatoire de la qualité d'air. C'est assez critique et on pourra peut-être prendre 2 minutes pour redire en quoi on les prendra parce c'est que critique. Si je reviens juste même sur ce que vous avez dit pour les enfants de moins de 6 ans, c'est extrêmement important pour eux justement que la qualité de l'air soit bonne parce qu'ils sont au début de leur vie. Donc à un moment donné, eux, ils ont, je dirais que leurs poumons sont un peu une terre vierge qu'il faut préserver. Il n'y a pas que nos environnements extérieurs, mais l'environnement intérieur de tout un chacun à faire attention. Donc c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que le décret appuie là-dessus. Voilà, il faut le rappeler, un enfant respire, en fait, a une capacité respiratoire liée à sa proportion de taille beaucoup plus importante qu'un adulte. 2 fois plus. Déjà, en vitesse de respiration, il va déjà 2 fois plus vite. C'est à peu près 2 fois plus d'air inhalé proportionnellement à sa taille qu'un adulte. Donc il est quasiment 2 fois plus exposé qu'un adulte. Donc c'est assez majeur. Et quand on regarde, on reviendra sur les décrets juste après pour enchaîner sur les enjeux, 93% des salles de classe dépassent aujourd'hui le seuil guide de l'OMS. 93% des salles de classe françaises. Heureusement qu'on n'a pas de chaises parce qu'on serait tombé de nos chaises. Exactement. Moins de 69% des écoles... 69% des écoles ont un confinement qui est trop élevé, donc extrême. Donc c'est extrêmement préjudiciable pour nos enfants aujourd'hui. Et quand on dit ouvrez la fenêtre, quand on regarde la réalité des scénarios de vie dans les écoles, c'est 30 minutes d'ouverture de la fenêtre, alors que globalement, l'éducation nationale recommande 2h45. Est-ce bien réaliste et raisonnable de la part de l'éducation nationale de dire 2h47 sur une journée d'ouverture de la fenêtre? Moi, j'ai quelques petits retours justement sur les professeurs. Quand on a parlé d'aller mesurer les détecteurs de CO2 qui ont été mis un peu partout, les professeurs devaient ouvrir les fenêtres, ça montait très vite. Puis à un moment donné, il y a eu un petit retour qui a été fait en septembre 2022, c'est pas si ancien, et ils disent on n'est pas là pour ouvrir les fenêtres tous les quarts d'heure. Voilà, donc après, l'effet, il est monté et il est reparti. Et on peut rebondir là-dessus. En fin de compte, quand on a de la ventilation, c'est elle qui va assurer tout cela. Et sachez que les ventilations dans les écoles, il n'y en a que 15% de la ventilation mécanique. Donc, bien traiter une école, c'est pas compliqué. Par contre, petit appel là, du coup, à toutes les collectivités territoriales. N'oubliez pas, dans vos prises en compte, l'air, ça ne se voit pas. Ici, on met toujours en exergue, depuis très longtemps, l'invisible de l'air pour le rendre visible. C'est vraiment cette partie-là qu'on va retrouver. Donc, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'y a pas d'impératif. Tout à fait. Je crois que ces décrets sont bien là pour ça. En fait. Ils rappellent, attention, responsable globalement de ces bâtiments d'éducation, surveillez votre qualité d'air avec des nouvelles obligations annuelles d'autodiagnostic, de campagne de mesure, de plan d'action. On ne va pas détailler ça, mais il faut se ramener. Et puis il y a des conditions de réalisation de la surveillance qui sont demandées en évaluant les moyens d'aération, mais aussi les conditions de mesure des polluants. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, ces décrets en fait sont une avancée. Sont-ils suffisants? Non, puisqu'en fait on ne va pas encore vers une obligation de ventilation malheureusement en éducation, pas suffisamment. Et comme vous le rappeliez, 15% des écoles ne sont pas ventilées, 50% des crèches ne sont pas ventilées en France, alors qu'en fait on expose globalement les petits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les enfants moins de 15 ans, 10% des garçons ont des problèmes d'asthme, 6% des filles. C'est juste colossal, donc on est en train de créer globalement, malheureusement, nos malades de demain. Vous savez, Stanislas, sur ce plan-là, vous parlez des 15% des élèves, on retrouve maintenant, je suis ça de près, vous le savez, on retrouve maintenant des pathologies qui n'étaient sur des personnes que de 60-70 ans, on les retrouve sur des jeunes adolescents de 13 à 16 ans. Donc on a dégradé notre environnement, on le disait, cette histoire de pollen qui est plus fréquent, c'est une part, mais on a une autre part aussi de polluants autres que sont les particules fines notamment.
ou auxquels on est assez confronté. Et dans des salles de classe qui sont bien fermées, on va avoir notamment aussi des formaldéhydes. On va affoler les personnes, mais c'est aussi ce qu'on va utiliser. Et quand l'air n'est pas suffisamment renouvelé, brassé et peut-être filtré dès le départ, et ensuite s'assurer que les niveaux de confort sont là. On disait, le décret a plein de choses, de points vertueux. On en a un qui est, je dirais, dans le petit milieu de la ventilation et qui, j'espère, va être le plus vaste possible pour que tout le monde le prenne en compte. Il y a un Icône 5, ça veut dire quoi? Ça vous parle pas? C'est du CO2. Icône 5, c'est le niveau le plus élevé. Ça aurait été bien qu'on ait peut-être un niveau 3 ou 2 pour approcher des 1000 ppm de CO2 en pic et en moyenne dans les salles de classe, le niveau 2 étant le 800, ce qui est encore même recommandé par le Haut Conseil de la Santé publique. Donc vous voyez, on a un premier step, on en parlait tous les deux, et il faut prendre ça en compte. Le CO2 est un indice de confinement, et à l'heure actuelle, on va avoir la possibilité d'avoir des détecteurs CO2 qui sont aussi associés au système de ventilation. Et là, ça va se piloter tout seul. Je vais mal dire, je vais paraphraser quelqu'un que tout le monde connaît. C'est des systèmes Jamel Debbouze. Tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. Et à un moment donné, la ventilation et les systèmes qui sont mis en place par les industriels, parce qu'il y a de la matière grise énormément derrière, dans le bon sens, c'est là pour ça, c'est pour préserver la santé de tout le monde. C'était mon petit push. Peut-être vous citez, dire aux collectivités locales, pour ceux qui ne sont pas encore bien dans la compréhension de l'enjeu, il y a ces décrets, mais l'État a mis tout un système de soutien et de subvention dans le cadre de la rénovation globale de ces locaux. Il y a beaucoup de systèmes d'aide, la dotation de soutien à l'investissement local, il y a la dotation d'équipement des territoires ruraux, il y a le fonds vert, donc il y a beaucoup de choses. Et là, c'est important aussi de regarder, collectivités locales, l'utilisation de ces moyens pour équiper les salles de classe dans tous les bâtiments dont ils sont responsables. Et justement, juste pour la petite information, j'ai eu la chance de participer au PRSE 4 et dans différentes régions en France, et notamment sur l'Occitanie. Il y a une grosse part qui se fait de se dire maintenant comment on va, je dirais, aller et expliquer et demander aux collectivités territoriales de vos personnels qui s'occupent de la rénovation ou des bâtiments neufs d'être extrêmement sensibilisés aux achats, tout simplement pour, les faire de manière cohérente, et les faire de manière cohérente au niveau de la santé derrière, de tout le monde, parce que c'est aussi quelque chose quelquefois qui peut échapper. On regarde des enveloppes budgétaires, on dit « Ah mince, c'est embêtant, ça peut être un peu au-dessus », ou des fois on va chercher des systèmes beaucoup trop loin en croyant que c'est une évidence. Non, il faut un petit peu de temps de bien prendre la compréhension et d'adapter les bonnes solutions finalement. Et on va tous s'y retrouver, ça c'est évident. Et il y a beaucoup de solutions existantes. Il y a beaucoup de solutions existantes, on le sait bien. Stanislas, on a balayé beaucoup de choses. Merci beaucoup encore à vous d'être venu sur le plateau d'Élémentaire. On s'y retrouvera. C'est certainement. C'est très certainement et assurément. À partager ensemble. Partager ensemble. Un petit mot de la fin peut-être ? Eh bien, prenez soin de vous. C'est vrai, comme vous le citiez en introduction, l'été n'est pas très favorable pour ceux qui ont des problèmes respiratoires et pour ceux qui ne le ressentent pas forcément, mais attention à vous. Faites attention à la qualité d'air dans les lieux que vous utilisez. Attention au confinement. Parfois, on a envie de s'enfermer un peu plus pour se protéger. Ce n'est pas toujours, malheureusement, la bonne stratégie. Et moi, je vais vous donner, chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup Stanislas. Je vais vous donner un petit conseil également. Quand vous montez dans vos voitures, c'est l'été, on a tendance à monter, à mettre la clim tout de suite. Et en fin de compte, un petit peu de bon sens, ça veut dire on ouvre les fenêtres de la voiture, elle décompense déjà, on va sortir la chaleur qui peut être dedans, et on met la clim. Si on la met, on sort de la voiture et on laisse évacuer. Parce que la clim, elle se charge aussi à l'intérieur de particules et de polluants qu'elle va relarguer d'un seul coup. Il faut ces quelques instants pour que ça brasse l'habitacle de la voiture. Il n'est pas très grand, donc il est vite renouvelé. N'hésitez pas, c'est des petits gestes relativement simples. Pas de précipitation, on monte dans la voiture, on démarre, on s'en va. Non, on prend quelques secondes et puis le moteur, quelques secondes, ça lui permet d'être mieux lubrifié, de moins forcer, de moins consommer finalement derrière et autres. Ça a plein de caractères vertueux, comme quand on monte les bons systèmes dans nos bâtiments, on les entretient et on les utilise de la bonne manière. Merci à vous toutes et à vous tous. Au plaisir d'un nouvel épisode d'Élémentaire, mon cher Nico. Ce sera bientôt. Et puis, bel été à tout le monde et bel été à vous, Stanislas. Merci. Merci Nicolas. Très bien. Au revoir. Au revoir. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.